coût pour la communauté qui soit le plus faible possible et avoir des infrastructures très efficientes. Alors, comme je vous le disais, deux cas d'usage. J'habite en maison individuelle, comment est-ce que, entre guillemets, je m'y prends pour pouvoir recharger correctement mon véhicule? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut penser usage. L'usage, c'est quoi? C'est qu'entre 80 et 90% de la recharge, c'est toutes les enquêtes convergent vers ce chiffre-là, entre 80 et 90% de la recherche se fait à son domicile ou au travail. Donc ça remet aussi un petit peu en perspective l'objectif des 100 000 bornes et cette grosse pression médiatique et politique hein, qu'on entend sur l'importance d'avoir beaucoup de bornes publiques. C'est très important parce que ça rassure et donc ça permettra de faire tomber des barrières et de faire en sorte que le taux de voitures électriques augmente. Après, en termes d'usage réel, le kilométrage moyen d'un Français, je crois, est inférieur à 20 km. Hein, c'est entre 20 et 30 km par jour pour ceux qui utilisent leur voiture. Et donc, quand on regarde l'autonomie actuelle des voitures et qu'on voit que 90% de la recharge est faite à son domicile ou à son travail, l'urgence est plutôt effectivement de réussir à faire en sorte que ce ne soit plus le parcours du combattant pour installer un point de charge dans son immeuble quand on habite en immeuble et que les entreprises s'équipent et puis aussi puissent accompagner sur des points de vue RH, etc., la possibilité pour ses salariés de recharger son véhicule personnel sur son site. C'est finalement ça l'urgence. Bien sûr, c'est aussi important qu'il y ait une offre en voirie qui soit suffisamment importante pour répondre à certains usages bien particuliers, hein, typiquement les départs en vacances et les longs trajets, et bien évidemment aussi les usages professionnels hein, pour des personnes qui font des longs kilométrages tous les jours. Voilà. Donc deux cas d'usage. Pour y revenir, maison individuelle, c'est assez classique finalement. Là aussi, il faut penser usage. On n'a pas besoin d'avoir à son domicile un superchargeur Tesla, pour ne pas les citer, ou un chargeur de 150 kg courant continu. On est très souvent avec des prises renforcées hein, à 3,7 kW. La prise domestique, c'est quand même un petit peu léger au-delà de l'aspect sécurité. On est plutôt sur des temps de charge. Si on prend la Zoé, je crois que c'est pas loin de 24 heures. Alors, ça peut suffire pour quelqu'un qui utilise sa voiture pour faire 20 km par jour, hein, puisque du coup, s'il la branche toutes les nuits, bah, finalement, il sera rechargé à plein tous les matins et il aura eu absolument aucun investissement à faire sur l'installation électrique de sa maison, ni à acheter une prise particulière. Mais c'est quand même conseillé d'avoir à minima une prise renforcée. Si on passe sur une borne de recharge qui est plutôt autour de 7 kg, là, on est déjà pour un usage particulier sur quelque chose de très bien équipé, quoi, hein. C'est a priori même pas forcément nécessaire, dans l'immense majorité des cas. On n'a pas besoin de demander un nouveau branchement. Éventuellement, il est nécessaire de demander une augmentation de sa puissance à son fournisseur d'électricité. Donc là, je prends le cas typique, hein, vous achetez votre voiture, vous habitez dans une maison individuelle, vous avez un compteur monophasé classique, avec votre abonnement, le fournisseur de votre choix, Total, Direct Énergie, EDF, Leclerc. Enfin, voilà, il y a plus de 70 fournisseurs d'électricité en France, c'est un marché complètement concurrentiel. Et vous demandez à votre fournisseur, si vous voyez qu'avec l'ajout de cet usage de recharge de véhicule, vous allez dépasser votre puissance souscrite, vous êtes susceptible de la dépasser, vous lui demandez une augmentation de puissance et votre puissance sera augmentée. Vous allez pouvoir profiter pleinement de la recharge de votre véhicule sur simplement une prise renforcée ou une borne. Donc la plupart du temps, et c'est les retours qu'on a maintenant depuis 2-3 ans, évidemment qu'on suit le sujet de très près. Dans l'immense majorité des cas, j'ai plus le pourcentage en tête, mais c'est plus de 90% et même bien plus que ça. Il n'y a absolument aucune nécessité de modifier son abonnement. Pourquoi? Parce que d'ores et déjà, l'immense majorité des Français ont un petit delta hein, et ont plutôt un abonnement qui couvre largement leur usage. Et donc, en rajoutant cet usage-là, ils n'arrivent pas au taquet de leur abonnement, ils n'ont pas la nécessité de l'augmenter. Donc, finalement, on voit qu'en maison individuelle, c'est plutôt simple. Vous ajoutez dans votre garage ou juste devant chez vous à minima une prise renforcée, a priori peut-être une augmentation de puissance, mais même pas sûr, et vous pouvez sans problème recharger votre véhicule. Effectivement, dans le résidentiel collectif,
je passe vite et puis comme ça, on aura largement le temps de répondre aux questions. Donc, dans ce qu'on appelle le résidentiel collectif, les immeubles en copropriété, là, c'est évidemment un peu plus complexe. Il y a grosso modo deux démarches différentes. C'est des démarches qu'on va dire plutôt individuelles. C'est ce qu'on appelle, vous le connaissez sûrement, le droit à la prise, qui existe depuis quelques années, hein. Sandrine, je te laisserai éventuellement préciser sur les détails, mais grosso modo, c'est un copropriétaire ou un locataire qui possède un véhicule électrique, qui souhaite pouvoir bénéficier d'un point de recharge à son domicile dans le parking. Et le droit à la prise, c'est quoi? C'est de pouvoir ajouter à l'ordre du jour d'une assemblée générale le fait d'installer un point de charge et de réaliser les travaux qui vont bien dans son immeuble. Évidemment, là où ça peut être compliqué, c'est si les travaux sont, d'un point de vue génie civil, un peu complexes, passer dans les parties communes, tirer des câbles de façon un peu longue, éventuellement plus trop de puissance disponible sur le compteur des communs, ou à l'inverse, une opposition des autres copropriétaires parce que ils ne souhaitent évidemment, s'ils ne sont pas intéressés, pas prendre en charge une partie des coûts. Et donc, rapidement, pour un seul utilisateur, les coûts peuvent être faramineux et c'est rédhibitoire finalement. Donc, c'est une vraie contrainte. Donc, c'est vrai que le message qu'Enedis porte, c'est que en collectif, il faut essayer de penser collectif. Et donc, installer une infrastructure collective, et là, il y en a plusieurs possibles. Hein, ce n'est pas uniquement le réseau de distribution qui peut se prolonger dans le parking. C'est des opérateurs de bornes qui peuvent, par exemple, venir dans une copropriété, aller se raccorder sur le compteur des communs. Donc, le compteur des communs, c'est le compteur qui va alimenter l'ascenseur, les lumières des couloirs, etc. Et qui, derrière, va installer un certain nombre de bornes sur un certain nombre de places pour plusieurs propriétaires ou locataires intéressés. Et au fur et à mesure des demandes, eh ben, il va prolonger son installation. Il va proposer aussi très souvent cet opérateur de borne un pilotage de la recharge intelligent en foisonnant les différentes bornes, en proposant des services aussi au syndic pour que ce ne soit pas l'enfer pour le syndic pour la répartition des coûts de consommation liés à cet usage IRVE, donc avec des refacturations comme on peut connaître sur l'eau, hein, finalement, où vous avez le syndic qui est facturé, ensuite qui refacture à travers les charges les consommations d'eau à chaque appartement. Donc on peut imaginer la même chose. Il y a une autre solution qui est que ce qu'on appelle, nous, la solution réseau public de distribution. C'est finalement le réseau que vous avez dans la rue qui est prolongé dans le parking de la copropriété en question par Enedis. Ça fait partie de la concession, hein, donc ça veut dire que s'il y a un incident, on intervient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et après, chaque personne intéressée demande ce qu'on appelle une dérivation individuelle. Donc, elle installe son compteur sur sa place en se repiquant à travers ce réseau de distribution-là au fur et à mesure de ses besoins. Et donc là, chaque client a un contrat pour sa place de parking, paye ses consommations d'électricité directement au fournisseur de son choix et installe ce qu'il souhaite. Il se retrouve un peu dans la même configuration qu'en maison individuelle. À partir du moment où il a un compteur, il met ce qu'il veut derrière, une prise renforcée, une borne, une wallbox la plupart du temps, voilà ce qu'il souhaite. Toutes ces installations-là sont couvertes effectivement par des primes aussi à devenir, hein, le dispositif à devenir, avec des prises en charge qui peuvent aller jusqu'à 50% des coûts d'installation de l'infrastructure collective. Et il y a un amendement qui est encore en cours de discussion, qui devrait sortir d'ici la fin de l'année, qui pourrait permettre un reste à charge à zéro pour la copropriété. Je l'explique en 20 secondes. C'est qu'on peut, avec cet amendement, imaginer que lorsque un immeuble se décide à installer une infrastructure collective, à date, ce soit gratuit pour la copropriété, et finalement le coût soit répertorié au fur et à mesure que les personnes demandent l'installation d'un compteur sur leur place. Ce coût-là sera supérieur à ce que c'était jusqu'à aujourd'hui pour venir au fur et à mesure finalement rembourser l'infrastructure collective qui a été préinstallée sur l'intégralité de l'immeuble. Donc c'est une barrière à l'entrée qui est énorme, hein, et qui pourrait être levée, puisque finalement ce qui bloque en AG la plupart du temps aujourd'hui, c'est le fait de devoir faire payer à tout le monde un petit quelque chose, même s'il est à date pas du tout intéressé par la chose, alors que là, ce serait gratuit, entre guillemets, en tout cas un reste à charge à zéro à date. Et ceux qui souhaitent installer tout de suite une borne sur leur place, c'est eux qui paieraient un petit peu plus cher.
Et l'idée, c'est que ce soit financé par le tarif d'utilisation du réseau public d'électricité, donc intégré au tarif de l'électricité sur la part réseau. Voilà. J'en arrête là, et comme ça, je propose qu'on puisse échanger pendant un temps assez long sur une des deux parties qui vous a été présentée. Je vois dans les questions qu'il y a une question sur le collectif avec une… Alors, je ne sais pas si je comprends bien la question, donc je vais la reformuler, et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire. Prescription particulière, feu, donc je pense que vous parlez de la norme, des normes pompiers, du coup. Effectivement, il y a un encadrement particulier sur tout ce qui est mise en place d'infrastructures de recharge. Il y a un guide qui a été élaboré effectivement avec ce qu'on appelle les normes pompiers, de façon à ce que les bornes soient positionnées, notamment quand c'est des parkings souterrains, à des endroits où effectivement on peut bloquer l'accès des bornes en question si il y avait malheureusement effectivement incendie ou autre au sein de l'île. Ouais, effectivement, il y a vraiment plein de nouvelles normes, enfin plein, il y a quelques nouvelles normes, et notamment des normes de sécurité qui viennent s'ajouter et enrichir finalement tout ce que doivent respecter soit Enedis si on est dans une solution réseau public de distribution, soit les opérateurs de bornes, les électriciens privés, entre guillemets, comme on dit, car effectivement, l'idée, c'est que les pompiers puissent couper. Donc, c'est notamment l'ajout d'une coupure dédiée aux infrastructures de recharge de véhicules électriques quand ils rentrent dans le parking. Voilà, s'il y a toutefois un incendie qui se déclare. Je crois avoir vu des mains levées. Il y a une main levée, Monsieur Chatrieux. Oui, Monsieur Marcelino, vous parlez d'une moyenne de déplacement aux alentours de 20 km jour. Moi, je vois que nos clients, pour la plupart, habitent dans la région sud, particulièrement à 30-40 km, puisque l'accessibilité est difficile d'acheter proche de la côte. Et c'est un frein pour le client de devoir faire 30 km, parfois 2 voitures, parce que les personnes ne sont pas… Et votre chiffre me paraît bien faible. C'est plutôt une moyenne parisienne qu'une moyenne PACA, si vous voulez. C'est plutôt 40 km normalement au niveau national, en tout cas, le chiffre que nous, on a sur les études. Ouais. Et là, je viens justement d'achever une étude en collaboration avec le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, puisque nous, on est sur un territoire justement qui octroie une prime à l'acquisition de véhicules pour les particuliers. Et on a regardé un petit peu, et effectivement, la majorité des bénéficiaires ont déclaré, dans le cadre de cette étude, faire moins de 50 km par jour, mais avec une forte prédominance du 25-50 km. Donc, effectivement, si vous habitez à Marseille et que vous allez travailler à Aix-en-Provence, vous avez largement voilà, ces 50 km à franchir tous les jours. Oui, alors effectivement, mon chiffre était divisé par 2. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans toutes les études d'usage qu'on fait, à partir du moment où on se recharge à son domicile et à son lieu de travail, et finalement, l'autonomie dont vous avez besoin, elle est effectivement plutôt de 20 km, si on prend l'aller et le retour. Et pour recharger avec les autonomies actuelles des véhicules, si on a des bornes ne serait-ce qu'à 3 kW à son domicile et à son travail, sachant qu'a priori, on reste à peu près, enfin en tout cas à minima 5 heures sur son lieu de travail et a priori la nuit à son domicile, c'est pour bien remettre en perspective quelle puissance de recharge il nous faut à son domicile ou au travail. Et autant c'est intéressant pour des usages professionnels, et nous on est bien situé chez Enedis avec tous nos techniciens qui ont des astreintes, des interventions en urgence, etc. On a aujourd'hui fait le choix d'avoir quelques bornes très rapides, 50 kg en continu, pour recharger ces véhicules-là. Par contre, pour des véhicules tertiaires et pour des recharges de véhicules personnels sur nos sites, on va être tout simplement à 3 kg, peut-être 7, mais je pense qu'on va faire le choix d'installer de plus en plus de bornes 3 kg parce que ça suffit à couvrir l'usage. Et en plus, derrière, on va rajouter des systèmes intelligents qui permettent d'envoyer des notifications aux salariés pour leur dire votre véhicule est chargé à 80%, merci de le déplacer, pour faire des turnovers intéressants sur nos parkings et faire en sorte, globalement, de ne pas surinvestir sur le réseau
derrière, ce qu'il faut bien comprendre, hein, comme je vous l'ai dit, le réseau n'appartient pas à Enedis. Et donc, on a souvent la question de dire, finalement, c'est quoi l'ampleur des investissements est-ce qu'il va falloir, alors, à la fois sur la partie production, est-ce qu'il va falloir créer des nouvelles centrales nucléaires pour répondre aux besoins, mais aussi sur le réseau de distribution, pour ceux qui connaissent un peu le sujet. Et on arrivera à ce que ces investissements-là restent mesurés à partir du moment où on ne surinvestit pas et que chaque Français ne veut pas coûte que coûte avoir une puissance démesurée par rapport à son usage à son domicile. Alors, on a une question de M. Marc Aubry. Pouvons-nous aborder la question spécifique du raccordement dans les grands hubs type gare et aéroport, exemple Orly, où les concessionnaires annoncent des délais irréalistes supérieurs à 2 ans pour nous apporter la puissance nécessaire? Comment pouvons-nous travailler pour améliorer ces délais? Oui, absolument. Là, on a abordé la question facile qui concerne effectivement le gros des usages domicile, lieu de travail, où effectivement il y a un point au départ et à l'arrivée de recharge lente qui correspond au fait que de toute façon, on sait que 95% du temps passé par un véhicule, il est à l'arrêt, garé quelque part. Nous, on travaille dans la mobilité partagée. Je représente à ce titre la commission flotte du CNPA pour les loueurs courte durée. Et on est exposé à un point très particulier, c'est qu'on exploite, nous, sur des nœuds de transport, hein, où on accueille des clients en provenance de transport aérien, de transport par train, ou au cœur des villes, bientôt aussi avec la dimension de l'utilitaire. Et là, nous, on exploite tous, pour l'essentiel, dans des zones où on dépend de bailleurs, des bailleurs de parking, donc des concessionnaires d'autoroutes, des fournisseurs qui sont de parking liés à la SNCF, par exemple, avec des sociétés comme EFIA, SAMES. Et donc là, la question qui se pose, c'est qu'on n'est pas chez nous et on est dépendant de la bonne volonté du bailleur d'investir dans des infrastructures et de nous amener, de nous livrer un point de livraison électrique avec des puissances qui permettent cette fois-ci de recharger des véhicules dans un délai relativement court. Il y a une partie de la recharge qui peut se faire de nuit avec des bornes AC type 22 kW et qui correspondent à un usage, je dirais, peu intensif. Et puis après, sur des gros hubs, il nous faut aussi, par exemple, du 50 ou du 100 kW. Ah, vous m'entendez plus? Ah, ça y est, c'est revenu. Bon. Pardon, excusez-moi. Oui, je disais, sur les gros hubs, il nous faut aussi des bornes type 50 kW quand on prend un aéroport comme Orly, Roissy, Marseille ou Nice. Alors, il y a des différences, hein, mais on voit bien quand même que ces aéroports, je pense à ADP, ils ont du mal à investir et qu'on va rater, on va rater concrètement les engagements qu'on doit servir pour la loi LOM pour 2022, si on ne fait pas quelque chose ensemble. Oui, alors c'est une excellente question, merci beaucoup. Je réponds dans un premier temps, Sandrine, je te laisserai éventuellement compléter. Enedis, effectivement, on est en première ligne sur ce sujet et on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt puisque, effectivement, j'en ai touché un mot tout à l'heure avec les aires d'autoroute, ces demandes de très forte puissance, pour le coup, ce n'est pas juste une petite demande d'augmentation de puissance qui passe par le fournisseur, qui est maintenant téléopérée par nous à travers le compteur Linky. Ça peut nécessiter derrière des renforcements de réseau, des ouvertures de voiries, des autorisations administratives, de la relation avec les métropoles, les collectivités locales, voire les syndicats d'énergie qui co-investissent avec nous sur le réseau. Alors, pour répondre à la question, il y a des délais incompressibles. Déjà, c'est clair, c'est net. Et donc, le mot d'ordre, nous, qu'on a, et c'est pas pour rien que je l'ai rapidement évoqué tout à l'heure, mais je l'ai évoqué, c'est Enedis, on souhaite être présent en amont des projets. Et ce n'est pas seulement des collectivités locales. On est en lien, nous, avec tous les grands comptes, les EFIA, les Vinci, les Bouygues, les opérateurs de bornes, etc. Pourquoi? Parce que plus on est au courant, les centres commerciaux, bien sûr, plus on est au courant des projets en amont, plus on va pouvoir accompagner dès le début les choix qui vont être faits. Et parfois, en se déplaçant de 50 mètres sur le point de livraison en question, on s'évite un renforcement de réseau, on est 2 fois moins cher et 3 fois plus rapide. Et donc, et aussi, on est capable de se mettre en mode projet. Ce qui est très compliqué, c'est, je prends un exemple qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps, un centre commercial, Intermarché pour ne pas les nommer, qui, vite, sous les 3 mois qui arrivent, on souhaite installer des bornes rapides sur 20 de nos sites de la région. Et là, effectivement, on ne sait pas faire.
c'est même pas à la limite la capacité à faire d'Enedis ou de nos prestataires, c'est ne serait-ce que les délais réglementaires pour ouvrir la voirie, pour réaliser nos renforcements de réseau. En gros, si je schématise, c'est très simple, hein. On a des petits câbles à un endroit qui suffisaient à couvrir la consommation du quartier en question. Et puis si d'un coup on rajoute quelques gros chargeurs, effectivement, c'est pas neutre. Et ça nous oblige à investir massivement et à réaliser des travaux lourds, notamment en voirie. Donc, moi la réponse qui est bien sûr partielle, hein, mais c'est de dire que, effectivement, ça dépend de la volonté de ceux qui ont les investissements à réaliser. Hein, donc, si les autoroutiers, si les gares, si les aéroports, etc., ceux qui finalement sont les donneurs d'ordre et ceux qui ont la capacité à investir ne font pas de demande, bah, effectivement, la puissance n'arrivera pas, parce que nous, on n'a pas vocation à faire du délibéré sur ce sujet-là. Et quand ils ont des fortes volontés, c'est qu'on puisse, nous, être en mode projet et les accompagner au mieux. Alors, quand même, pour partager quelque chose qui fonctionne très bien en France en ce moment, les 100 000 bornes, on l'a vu, hein, on n'y sera pas. Bon. Par contre, l'obligation d'équiper 100% des aires d'autoroute et voies rapides d'ici fin 2022, c'est plus simple à suivre parce qu'il y a un nombre limité d'aires d'autoroute en France. Hein. Sur notre région, Provence-Alpes du Sud, donc sur 4 départements, on a 24 aires d'autoroute. On a déjà reçu de la part des autoroutiers, quels qu'ils soient, les 24 demandes. Donc il y en a qui sont au statut d'étude, il y en a qui sont déjà en cours de réalisation, il y en a qui sont déjà raccordés. Et ça marche très bien. Ça marche très bien parce qu'on a des relations avec les référents au niveau national, parce qu'en local, on s'est mis aussi en lien avec eux, et parce que lorsqu'il y a des investissements lourds à réaliser, on est capable de se mettre vraiment en mode projet. Et c'est pas rien de le dire pour nous, hein, Enedis, qui sommes plutôt habitués à gérer 35 millions de points de consommation chez tous les particuliers et à faire du relevé de compteurs. Voilà. Là, on bascule dans un autre mode avec une autre façon d'aborder beaucoup plus industrielle. Et on va être au rendez-vous fin 2022 de 100% des aires d'autoroute équipées. Il faut que ça arrive très vite parce que quand les gens vont partir en vacances le 15 août et qu'ils vont voir qu'aujourd'hui, cette année, c'est encore un peu limite, c'est des grosses barrières à l'entrée pour le véhicule électrique. Donc, c'est bien pour ça que cet objectif a été mis. Voilà, donc c'est vraiment le mot-clé, je dirais, c'est anticipation, mode projet et capacité des investisseurs à annoncer clairement quels sont leurs objectifs. Et c'est comme ça qu'on arrivera à réduire les délais et à faire en sorte que les puissances nécessaires soient disponibles. Affaire à suivre donc. Petite question peut-être, je pense pour Sandrine. Je suis particulier, je veux installer une wallbox. À quelles aides de l'État puis-je prétendre? Alors, ça va dépendre du type d'habitation dans lequel vous êtes. Si vous êtes en maison individuelle, vous allez pouvoir demander ce qui s'appelait à l'époque le crédit impôt. Donc, il existe effectivement quelques centaines d'euros qui sont mobilisables dans ce cadre-là. Si vous êtes dans le cas qu'a cité tout à l'heure Pierre-Henri sur de l'habitat collectif, là, vous allez pouvoir justement demander la partie advenir, le programme advenir. Donc, il y a un distinguo entre les points de recharge individuels et les points de recharge partagés. Pour un point de recharge individuel, il y aura un taux de prise en charge à hauteur de 50%, avec un montant maximum de la prime qui est fixé à 960 € hors taxe. Si en revanche vous êtes sur donc un point de recharge que vous souhaitez ouvrir avec d'autres copropriétaires, là, il y a également un autre système qui s'appelle le point de recharge partagé, qui est également mobilisable. Et là encore, donc le programme à venir peut prendre en charge une partie du montant. Et donc là, c'est 50% également à hauteur de 1660. Ouais, c'est autour de 1500 €. Je revérifie pendant que je vous parle en même temps. Tu es trop précise pour moi. Là. Voilà. Merci. Alors, une question peut-être pour EDF, mais du coup, Enedis va se charger de la réponse. Bonjour, disposons-nous des infrastructures puissance territoriale nécessaires pour accompagner ce changement à la mobilité lorsque l'on sait qu'on achète de l'électricité produite en charbon en Allemagne? Alors, bon, je vais répondre pour Enedis et pas pour EDF. Effectivement, Enedis, c'est une filiale à 100% du groupe EDF, mais on est sur un secteur, nous, 100% régulé, donc on
n'interagit pas sur la production. Juste quand même, évidemment, appartenant au groupe, je connais les grands chiffres, on est largement exportateur d'énergie qu'importateur. Donc, il peut y avoir certains soirs d'hiver, ou pas que d'ailleurs, où pendant quelques minutes, la balance est plutôt en notre défaveur et où on importe un petit peu d'électricité produite en Allemagne. C'est rarissime. On est quand même largement exportateur avec notre production de base nucléaire. Donc, c'est plutôt en Allemagne où on consomme du nucléaire, contrairement à ce qu'on peut penser que l'inverse. Mais pour autant, sur la partie réseau, parce que c'est ce qui nous intéresse, il y a une étude qui vient d'être réalisée là depuis plusieurs mois, conjointe RTE Enedis, à la demande des autoroutiers notamment, sur finalement c'est quoi l'impact en termes d'investissement. Donc il y a des dizaines de millions d'euros qui vont être investis, mais ça c'est ce qu'on fait tous les jours quand on raccorde des énergies renouvelables au réseau, quand il y a des constructions, des immeubles qui se construisent, etc. On renforce notre réseau, on le modernise, on le développe, on l'agrandit. Donc évidemment, c'est ça ce qu'on appelle l'investissement. Et la mobilité électrique va, pendant 5 à 10 ans, amener une bosse dans nos investissements. Mais c'est le rôle du service public, c'est le rôle des collectivités locales, et c'est un coût pour la communauté qui va être partagé. Ce n'est pas seulement l'opérateur qui, à un instant T, demande son raccordement. Ça, et donc les impacts, les grands résultats, c'est quoi? C'est de dire que toutes les infrastructures, moi je l'ai appris à l'occasion de cette étude-là, notamment sur autoroute, sont, je crois, dimensionnées pour le, je crois, 20e jour ou 14e jour, je ne sais plus, le plus chargé de l'année, quelque chose comme ça. Alors, c'est peut-être pas le bon chiffre, mais en gros, on ne prend pas le jour le plus chargé de l'année. Donc, si on se dit que les stations-service, les aires d'autoroute, le nombre de voies, etc., aujourd'hui est calé sur ce chiffre-là, on va caler, nous, collectivement, les infrastructures de recharge de véhicules sur ce même niveau de trafic. Et à ce même niveau de trafic-là, il y a 0 poste source à construire. Les postes sources, c'est ce qui fait le lien entre le réseau de transport et le réseau de distribution. Donc, c'est les plus gros ouvrages, les plus chers. Il y en a 0 à construire sur les 15 années qui arrivent. Donc, l'investissement, il est uniquement effectivement sur les points de raccordement, le renforcement de quelques parties de réseau, mais ça restera limité. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur quelque chose qui est inabsorbable, ni par Enedis en termes de charge de travail, ni par la collectivité. Voilà. Donc, c'était plutôt rassurant cette étude-là. Je vous la livre comme ça. Mais... Et après, à terme, en plus, il va y avoir aussi du pilotage de la recharge qui pourra être potentiellement mis en œuvre pour aussi équilibrer et soulager le réseau à certains moments de la journée. Effectivement, vous en entendez parler très souvent, hein, le véhicule to grid, comment est-ce que le véhicule, au-delà de tirer de l'électricité au réseau, pourra à un moment donné être un nouveau moyen de stockage de l'énergie. Finalement, si on est le vendredi soir, on sait qu'on ne va pas utiliser sa voiture le lendemain matin, au lieu, quand on arrive à 19 h, de la brancher, de soutirer en même temps que le four, la machine à laver, les chauffe-eau, etc., eh ben, on peut attendre 3 h du matin, voire le dimanche soir, en tout cas d'essayer de lisser, parce que finalement, c'est pas tant la consommation qui pourrait exploser, l'enjeu, c'est la puissance. C'est-à-dire, c'est la grosseur des tuyaux, on va dire. Globalement, avec toutes les économies d'énergie qu'on fait par ailleurs, la croissance de consommation aujourd'hui en France d'électricité et en Europe même, elle est plutôt atone, voire parfois en décroissance. Par contre, c'est la puissance, c'est-à-dire que ça nécessite de tels soutirages et niveaux de puissance, notamment si on parle de puissance accélérée. L'idée, c'est de dire, c'est pas tant je limite ma consommation, c'est plutôt je consomme au bon moment pour ne pas surinvestir et faire en sorte que ce soit inabsorbable comme investissement. Très bien. Merci. Alors, une autre question. Je souhaite développer un réseau dans ma région pour du public. Quel type de borne choisir? Alors, si on parle de vraies bornes ouvertes au public, les personnes habilitées à développer des bornes ouvertes au public, en voirie donc, c'est les collectivités locales ou les syndicats d'énergie. En tout cas, c'est les entités qui ont la compétence IRVE au sens de la loi. Donc déjà, ça, c'est un premier élément. Et puis, ce qui se passe aussi beaucoup aujourd'hui en France, c'est qu'effectivement, ce sont des opérateurs privés qui, pour le compte de collectivités locales, développent un réseau et l'exploitent ensuite sous forme de concession, de délégation de services publics ou alors suite à des appels à manifestation d'intérêt. Enfin, il peut y avoir plein de typologies différentes. Alors, quel type de borne choisir? Bon, Sandrine, là, je te laisserai répondre et donner ton avis. Moi, à titre personnel, avec la petite expérience que j'ai maintenant sur ce qu'on voit des usages, j'aurais tendance à dire qu'il faut quelques hubs
à plutôt forte puissance. Et c'est ce qui va répondre à des usages soit professionnels, les flottes de taxis, on peut imaginer à terme, bien sûr, les services d'urgence, les bus, etc. Et puis, par ailleurs, finalement, plutôt de la recharge classique, on va dire, donc à 7, 11 éventuellement, les 22 kg qui était la borne la plus développée. Pourquoi? Parce que c'était le standard de la Zoé. Et de plus en plus discutable, parce que, il n'y a que la Zoé qui est, et peut-être même qui était compatible en fonction de ce que va faire Renault. Et donc, il y a un petit peu une hérésie là aujourd'hui qui est en train de se faire, mais les collectivités locales prennent en compte ce point-là et donc sont en train d'ajuster les puissances qu'ils vont proposer. Donc moi, je dirais une majorité de, allez, je me mouille un peu, de 11 kilos, et puis complété par quelques hubs à très forte puissance. Oui, du coup, pour compléter ce que dit Pierre-Henri, ça va vraiment dépendre des endroits où vous allez déployer les bornes. Si c'est des endroits où les gens vont passer plusieurs heures, effectivement, vous pouvez tabler sur… alors, le 22, comme Pierre-Henri le signalait, c'est vraiment, c'était le standard qui était le plus usité parce qu'il y avait eu effectivement l'arrivée de Zoé et c'est ça qui a impulsé la plupart des cahiers des charges. Aujourd'hui, effectivement, si vous êtes sur du 7 ou du 11, vous répondez déjà à énormément d'usages. Si vous êtes sur des nœuds un peu stratégiques, je vous conseille de privilégier des courants continus. Donc, de passer sur des puissances en 24 kW notamment, ça va répondre, enfin, il y a la Peugeot E208 typiquement, aujourd'hui, elle prend pas du 22 kW, mais en revanche, du 24 kW en courant continu, pardon, là, elle est capable de le faire. Et donc là, vous allez adresser toute une frange de la population et ça permet d'avoir un usage complémentaire. Après, si vous êtes sur des nœuds routiers ou autres, ça peut être très intéressant d'avoir des bornes dites rapides, donc à partir de 50 kW. Là, c'est pareil, enfin, vous allez répondre à un certain nombre d'usages, notamment pour ceux qui sont en itinérance ou pour les professionnels. Là, vous avez vu, quand je vous ai présenté tout à l'heure la cartographie des immatriculations, nous étions sur un marché qui est vraiment tiré par les véhicules particuliers aujourd'hui. Mais demain, les véhicules utilitaires vont arriver de façon de plus en plus massive sur le territoire. Et donc, ces véhicules-là vont avoir des besoins de puissance. Je pense notamment à tout ce qui est camions, alors que ce soit des petits tonnages ou des gros tonnages. Enfin, voilà, on va avoir des batteries embarquées dans ces types de véhicules qui vont nécessiter effectivement des puissances importantes. Lorsque vous pensez à vos stations, là, on a par exemple, nous, au sein de l'association, une structure qui a fait le choix justement de faire des hubs avec 4 points de charge, avec un mix justement 7 kg et 22 ou du 11 ou autre. Et ça, c'est pas mal parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, la borne, c'est pas parce que vous avez 2 points de charge que vous allez répondre à tous les besoins en une fois, quoi. Donc, ne pas hésiter à multiplier le nombre de bornes disponibles sur un même parking et à anticiper aussi au niveau des places de parking, les emplacements que vous allez choisir, que ce soit des emplacements qui soient faciles d'accès à la fois pour des petits véhicules ou des véhicules qui seraient avec une remorque de tractage derrière ou justement un camion ou autre. Donc, et pareil, il n'y a pas de standard aujourd'hui. Il y a des véhicules qui se chargent par devant et d'autres par derrière. Donc, bien anticiper aussi le fait que le véhicule puisse stationner facilement pour se recharger sans aller créer une problématique au niveau de l'emplacement. Très bien, merci. Alors, encore quelques questions pour rester dans le timing. Quid de l'entretien du parc des bornes? Alors là, c'est un peu vaste, hein, privé, public. Alors, on va peut-être parler de l'entretien privé. L'entretien privé, alors donc normalement, la plupart des fabricants de bornes et des installateurs de bornes fournissent un service dit de maintenance lorsque vous souscrivez un contrat. Si vous êtes sur une borne ouverte au public, c'est vrai que là, c'est vraiment nécessaire d'avoir notamment un système de maintenance, mais surtout un système d'hotline. Parce que malheureusement, en fonction du système que vous allez choisir, notamment si vous avez des bornes payantes, il y a parfois des problématiques d'incompatibilité de carte de recharge ou de non-possibilité de charger avec votre carte Visa. Donc là, effectivement, il peut y avoir des questions. Donc, sur cette partie-là, je vous invite à avoir un numéro vert qui soit disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, de façon à ce que vous n'ayez pas de mauvais retours sur cette partie-là.
Mais effectivement, la maintenance voilà, doit être anticipée et doit être faite de façon régulière. Après, une borne bien entretenue, il n'y a pas de souci. Question d'Amélie. Bonjour, j'envisage d'installer des bornes sur un garage automobile non encore construit. Les bornes ont-elles besoin de figurer dans le permis de construire? Et quel est le meilleur interlocuteur pour mettre en place le projet? Il n'est pas loin. Donc, effectivement, oui, il vaut mieux l'inscrire, anticiper au maximum tout. Comme ça, on ne va pas vous dire que vous avez mis des bornes qui seraient non esthétiques, on va dire, peut-être sur un lieu un peu préservé ou autre. Je vous invite vraiment à anticiper au maximum. Et puis, comme le signalait tout à l'heure Pierre-Henri, plus vous anticipez, mieux c'est parce que, effectivement, en fonction de la configuration de votre parking, peut-être que vous aviez prévu de mettre les bornes à côté de votre porte d'entrée, mais que le poste de livraison est à l'autre bout de votre parking. Et donc, là encore, vraiment anticiper au maximum. Je vous invite à vous rapprocher de l'interlocuteur Enedis en local, en fonction de la région dans laquelle vous êtes basé. Et si vous avez des interrogations, n'hésitez pas aussi à revenir vers moi pour plus d'informations. Oui, si certains d'entre vous ont des projets d'envergure avec l'installation de recharge de véhicules électriques, donc moi je suis responsable mobilité électrique sur 4 départements, j'ai des homologues partout en France. Donc n'hésitez pas à travers le CNPA à nous solliciter et on donnera tous les contacts qui vont bien, justement pour avoir cette capacité sur ces projets d'ampleur à se mettre en mode projet et que votre dossier soit pas, soit particulièrement bien suivi. Effectivement, si nous on a des informations à travers nos services urbanisme dès qu'il y a des dépôts de permis de construire. Et donc d'avoir toutes ces informations-là, ça nous permet, nous, d'anticiper beaucoup de choses sur ne serait-ce que nos travaux délibérés sur lesquels on intervient aussi, au-delà des demandes clients qu'on peut avoir. Et donc je voyais que Amélie, je crois, avait une autre question sur la refacturation client pour l'usage des bornes. Ça, effectivement, c'est une particularité, ça a été statué, alors je ne sais plus dans quelle loi c'est, si dans la loi L'Homme ou une autre, mais la revente peut-être dans le code de l'énergie plutôt, mais la revente d'électricité est interdite en France. Hein. Il faut être fournisseur d'électricité pour vendre l'électricité, mais dans le cadre particulier de la recharge de véhicules électriques, il a été statué que c'était un service, une vente de service et non d'électricité, et donc il est permis de faire de la vente de services en proposant de la recharge. Donc c'est pour ça que les opérateurs de bornes, y compris dans le résidentiel, ont le droit d'installer des bornes et de facturer, de payer eux-mêmes leur consommation d'électricité aux fournisseurs de leur choix, et ensuite de refacturer ce qu'ils souhaitent d'ailleurs, hein, évidemment ils margent au passage, au client final qui se recharge sur la borne en question. Mais effectivement, au niveau de tarification, souvent, ce sont des tarifications à la minute que vous voyez sur le territoire français et pas au kilowattheure, parce que justement, il y a cette problématique de revente d'électricité. Donc là, vous allez avoir de la facturation au kilowattheure lorsque ce sont des bornes qui sont liées à des syndicats d'énergie. C'est souvent là où vous avez le cas de facturation en kilowattheure. Mais par exemple, Ionity, qui sur l'ensemble du territoire européen était avec une facturation au kilowattheure, a dû revoir sa copie sur le territoire français en début d'année dernière, en repartant sur la minute. Ok, alors pour les poids lourds, les constructeurs annoncent quel chiffre, quel délai, quelle puissance et temps pour une charge poids lourd? Est-ce qu'on a déjà des infos là-dessus? Alors, les poids lourds, déjà, malheureusement, l'offre aujourd'hui est assez marginale, on va dire. On a donc des constructeurs qui sont en train de se pencher sur la question. Je pense notamment à Renault Trucks, mais également à Volta Trucks et à d'autres gros là qui sont en train d'arriver sur le terrain. Aujourd'hui, ça nécessite effectivement des grosses batteries et des gros appels de puissance. Donc là, on est sur des chargeurs généralement qui sont des 350 kW. Mais effectivement, là, c'est en cours d'affinage, on va dire. Et en tout cas, tous ces constructeurs sont en lien direct avec les fabricants de bornes. Nous, on a pas mal de nos fabricants, justement, qui nous disent qu'ils échangent régulièrement pour répondre aux usages de demain. Après, sur la partie lourde, il va y avoir à la fois les camions à batterie, mais il va y avoir aussi peut-être les camions à hydrogène qui répondront aussi à un autre type d'usage. Donc là, on va avoir aussi d'autres cartographies qui vont être mises en place sur la partie de ces usages-là. C'est une question qui se pose beaucoup pour les professionnels. Nous, on se la pose chez Enedis parce qu'on a des véhicules utilitaires légers, bien sûr. On a des véhicules utilitaires un peu plus lourds, des petits camions, mais on a aussi des engins, des nacelles, etc. Et donc, typiquement, dans le souhait de passer à une mobilité
propre et 100% décarboné, on regarde ce qui va se faire sur l'hydrogène, notamment pour les engins lourds, clairement. Très bien. Alors, je reviens, il y a quelques questions. Alors, je remets les slides puisqu'on a des questions sur quelles aides pour les sociétés ou combien peut coûter une borne de recharge électrique. Donc, on l'avait évoqué un petit peu tout à l'heure. Juste peut-être redonner quelques points clés. Oui. Alors, quelques points clés. Donc, comme je vous le disais, hein, la partie vraiment borne, ça va vraiment dépendre de la marque et du fabricant. Je vous invite à mettre en concurrence justement aussi les différentes bornes et surtout à tester les bornes pour voir, vous, en tant qu'utilisateur, si c'est finalement simple d'usage ou non. Et après, sur la partie vraiment bénéficiaire donc, et facturation, donc il y a le programme effectivement à venir, hein, dont on parlait tout à l'heure. Donc là, ça va dépendre du type de point de charge que vous allez déployer. Si c'est un point de charge sur un parking privé pour votre flotte et vos salariés, ou si à nouveau c'est un point de charge qui est dédié au public, mais vraiment qui est sur un parking privé, mais qui est vraiment ouvert à tous. Là, pour vous donner une idée, nous sommes à nouveau sur la partie flotte et salariés. On va être sur un taux d'aide pour cette année à hauteur de 30%, avec un montant maximal de prime par point de charge à 960 € hors taxe, sachant que ce montant va être dégressif puisqu'il va passer, le taux d'aide va être dégressif, pardon, c'est pas le montant en lui-même, mais le taux d'aide va être dégressif. On va passer à 20% en 2022 et 2023. Du coup, voilà, anticiper au maximum les besoins de demain. Très bien. Et vraiment, j'insiste sur les dispositifs régionaux parce que, Oui. notamment à destination des entreprises, pour vous équiper, vous, pour que ce soit des visiteurs, soit vos salariés. Effectivement, tu parlais de la région Sud, dans leur feuille de route ambition zéro émission sur route, ils veulent subventionner les entreprises qui investissent dans l'installation de bornes à destination de leurs salariés sur leur parking. Donc, c'est des choses qui peuvent être assez conséquentes et qui peuvent, en termes de reste à charge, changer vraiment la donne. Et pareil, en fonction de la commune dans laquelle vous êtes et de la taille de la commune en question, je vous invite aussi, si vous en avez la possibilité, d'échanger avec justement les personnes de votre mairie, de façon à voir un petit peu s'ils n'ont pas aussi, eux, prévu le déploiement de bornes juste à côté de chez vous. De façon à ce qu'il y ait un maillage cohérent et que finalement, il y ait une cartographie et un partenariat privé-public. Rapidement, alors, question fiscale. Oui. Quelle perspective a-t-on sur une évolution de la fiscalité sur l'électricité qui permettra de compenser la manne fiscale perdue dans la distribution des carburants traditionnels? Oui, alors aujourd'hui, évidemment, en France, il n'y a rien qui sort de ce côté-là, puisqu'on est plutôt en train de vouloir faire en sorte que la mobilité électrique se développe. On est plutôt en train de subventionner, que ce soit à l'achat du véhicule, à l'installation de bornes, en public, en domaine privé, etc. Et donc, je ne pense pas, d'un point de vue politique, qu'il puisse annoncer dans les mois et années, les années à court terme en tout cas qui arrivent, une fiscalité sur le sujet. Pour autant, je crois que c'est en Australie qu'on a vu arriver une première taxe qui commençait effectivement à remplacer la baisse des taxes qu'on peut connaître sur le pétrole. Sachez quand même que l'électricité est déjà taxée, hein, donc si toutefois la consommation d'électricité augmentait, ça pourrait venir remplacer en partie, mais c'est quand même à date sans commune mesure. Et puis avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'enjeu c'est quand même de ne pas faire exploser la consommation d'énergie globalement. C'est-à-dire que l'idée, c'est peut-être qu'il va y avoir une petite hausse de la consommation d'électricité, mais c'est quand même de mettre beaucoup d'intelligence. Hein. Tous les smart grids, c'est vraiment ça, l'intelligence du réseau. L'autoconsommation, vous avez votre panneau solaire sur votre toit et puis vous allez directement charger votre voiture, l'utiliser comme batterie pour pouvoir réutiliser l'énergie plus tard, etc. Tout ça, j'espère que ce ne sera pas anecdotique et que ça va vraiment faire partie du paysage du marché de l'électricité et de l'énergie demain. Mais effectivement, on peut a priori s'attendre qu'un jour ou l'autre, il va bien falloir trouver des relais pour… En tout cas, l'avantage en nature, par exemple, si vous faites bénéficier à vos salariés le fait d'utiliser à des fins privées la borne que vous avez déployée sur votre site, aujourd'hui, ce n'est pas considéré comme un avantage en nature, c'est un avantage qui est à hauteur nulle. Et donc, la période qui a été officiellement figée, c'est une période qui va du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022. Donc, voilà, on peut imaginer qu'après 2022, il va se passer des choses.
Très bien, merci. Et alors, les prix, on en a parlé tout à l'heure. On a une question sur les risques en zone inondable. J'ai pas d'informations sur le alors moi, je l'ai parce que du coup, je roule en électrique au quotidien, et y compris sur le véhicule principal. Et justement, les concessionnaires, certains commencent à sensibiliser. Effectivement, le véhicule électrique n'aime pas l'eau. Donc, clairement, si vous vous retrouvez avec des grosses crues, votre batterie, malheureusement, va en prendre un gros coup. Et oui, là, aujourd'hui, il n'y a pas encore voilà, de moyens amphibies, on va dire, pour protéger le véhicule électrique, malheureusement. Juste sur les prix à la revente, effectivement, on en a parlé, mais pour être très clair, les prix de l'électricité, eux, restent encadrés. En tout cas, c'est les fournisseurs d'électricité qui fixent les prix avec une partie qui est les taxes, etc. etc. Par contre, effectivement, ce qui n'est pas encadré, c'est-à-dire qu'un opérateur de borne ou un centre commercial, par exemple, qui installe une borne de recharge sur son parking, il fait le prix absolument qu'il souhaite, puisque c'est une vente de service, et donc ils vendent le service au prix qu'ils le souhaitent. Par contre, lui, il s'acquittera de sa facture d'électricité auprès de son fournisseur, basé sur des tarifs encadrés, pas forcément réglementés, mais encadrés. Le prix de la prestation de service est libre. C'est ça, exactement. Très bien, merci. Monsieur Chatriot. Est-ce que l'AVEM a un chiffre? En 2030, vous envisagez une pénétration du véhicule totalement électrique à quelle hauteur? Parce qu'on s'aperçoit, vous avez dit effectivement qu'on avait multiplié les immatriculations par 3 par rapport à 2019. On était à 1,9. L'année dernière, on est passé à 6,5 et là, on est à fin mai à 7,1. Ça veut dire que ça progresse peu quand même. Par contre, l'hybride explose. Oui, l'hybride explose. Alors, c'est vrai qu'on a pas mal de constructeurs et de concessionnaires aussi qui poussent pour aussi rassurer en fait les clients en disant non mais la recharge, ok, c'est un point, mais vous avez le moteur thermique à côté, et donc c'est pour ça qu'il y a pas mal d'hybrides rechargeables qui sont aujourd'hui sur le territoire. Après, il y a les fameux enjeux là pour les années à venir. Alors déjà, il y a la fin de la vente de véhicules thermiques qui a été fixée à 2040 pour à la fois les véhicules particuliers et les véhicules utilitaires. Donc là, déjà, c'est un premier jalon qui sera à franchir. Et puis, il y avait le fameux objectif de 1 million de véhicules. Alors après, on avait 3,6 millions. Alors attendez, je reprends mes chiffres exacts pour ne pas vous dire de bêtises. Parce que, voilà, donc, c'est 1,3 million donc hybrides et électriques à la fin de l'année 2023, et c'était 5,3 millions à la fin de 2028. Voilà ce qui est prévu, qui était dans le cadre des plans pluriannuels de l'énergie, les fameux PPE. D'accord, parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, le nucléaire est très mal perçu par l'ensemble de l'Europe, hein. Le photovoltaïque, il faut qu'il soit propre, et en même temps, l'éolien aujourd'hui est remis en question. Donc, c'est assez compliqué pour se faire une idée, une perspective dans les années à venir. Je ne sais pas où on va, sur un marché extrêmement difficile en Europe et particulièrement en France, où l'année dernière, on a perdu quand même 25% du marché français, toutes marques confondues. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, le client final ne sait plus vraiment quoi acheter par rapport aux messages reçus par les différents médias. Franchement. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, là, je vais répondre, et notamment par rapport aux retours et aux appels que j'ai eus là sur les derniers jours. C'est vrai que le fait d'avoir fait de la publicité là, par rapport à la fameuse ZFEM de Paris, ça a mis un petit coup de pied dans la fourmilière. Et là, les gens se sont rendus compte que finalement, c'était demain, en fait. Et effectivement, aujourd'hui, on voit que beaucoup de Français n'ont pas encore en tête le fait que, oui, demain, leur véhicule ne sera peut-être plus admissible, on va dire, au sein de certaines collectivités. Et certains vont se retrouver au pied du mur. Et là, on le voit. Là, j'ai vu que justement, la présidente de la région Île-de-France a annoncé ce matin qu'elle souhaitait mettre en place une aide pour les particuliers qui sont concernés par cette problématique. Parce que, voilà, effectivement, il ne faut pas oublier que le véhicule, qu'il soit thermique ou électrique, hein, c'est quand même le deuxième poste de dépense d'un ménage français après l'immobilier. Donc, c'est un coût qui n'est pas neutre.
Et effectivement, voilà, il y a certaines franges de la population qui n'avaient pas forcément prévu de renouveler le parc de son véhicule, quoi. Je crois que c'est à peu près 80% des gens qui travaillent, domicile travail, prennent leur véhicule pour se déplacer. Alors, je ne parle pas de Paris, qui est spécifique, ou les grandes villes où il y a des moyens de déplacement public qui sont plus faciles qu'ailleurs. Et aujourd'hui, on est quand même sur un brûlot parce qu'il y a 40 millions de véhicules, je crois, qui roulent en France, à 2 millions près, hein, on va dire, essentiellement thermiques, et des véhicules avec la moyenne d'âge de changement est passée de 9,7 ans à 10,4 ans. Ça veut dire que les gens ont tendance à conserver leurs véhicules plus longtemps, donc des véhicules extrêmement polluants. Et on a déjà eu des problèmes de gilets jaunes avec l'augmentation du carburant à une certaine époque. Si on empêche les franciliens les moins argentés à pouvoir ou ne pas pouvoir aller travailler, ça va être compliqué quand même, hein. Et il n'y a pas que Paris, hein, y a les grandes villes, hein. Moi, je suis sur Toulon. La plupart des gens habitent à 25-30 km parce que Toulon, c'est entre mer et montagne et c'est très cher. Et les gens utilisent leur véhicule, mais ils font 30 km le matin, 30 km le soir pour rentrer chez eux. Ça va être complexe à gérer, hein, franchement. Il y a des enjeux économiques et il y a des enjeux sociétaux, clairement. Et effectivement, c'est là où il faut vraiment que tous les acteurs se mettent autour de la table pour accompagner au mieux les Français dans leur mobilité de demain. Après, le but du jeu, c'est pas aussi de changer systématiquement un véhicule thermique vers un véhicule électrique. Peut-être qu'en fonction, on parlait des usages, vraiment j'insiste là-dessus. Peut-être qu'aujourd'hui, certaines personnes ont tendance à utiliser la voiture, ou en tout cas à avoir une voiture qui est sous-utilisée, et c'est peut-être pas le but du jeu qu'elles aient demain un vrai véhicule en propriété intégrale, en permanence, parce que vous le disiez, hein, 90% du temps, le véhicule dort sur un parking. Donc là, peut-être des solutions d'autopartage, des autres types de mobilité, type des vélos, des scooters ou autres, peuvent être aussi une brique complémentaire. Et puis, bien entendu, le maillage avec les transports publics. On parlait de Paris. Là, Paris, effectivement, c'est très, très maillé. Sur d'autres territoires, c'est moins le cas. Donc, voilà, il y a des enjeux politiques aussi derrière. En tout cas, beaucoup de régions en sont conscientes et elles essaient vraiment d'œuvrer au maximum pour aller dans le bon sens. Bon, écoutez, je crois qu'on va devoir clôturer parce qu'on avait pris un engagement vis-à-vis de tous les gens qui assistent à ce webinaire. À la fois remercier les deux intervenants qui ont été très clairs dans leurs propos, remercier l'ensemble de tous les participants qui viennent de toutes les régions de France au travers du CNPA, et puis souhaiter à tous de bonnes opérations portes ouvertes pour ceux qui travaillent ce week-end. Et encore une fois, remercier nos intervenants pour la clarté de leurs propos. Merci. Je souhaite à toutes et à tous une très belle fin de journée et un bon appétit. Merci, à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir à tous.